4. Forme d'existence de la surpopulation relative. La loi générale de l'accumulation capitaliste. En dehors des grands changements périodiques, qui, dès que le cycle industriel passe d'une de ces phases à l'autre, surviennent dans l'aspect général de la surpopulation relative, celle-ci présente toujours des nuances variées à l'infini. Pourtant, on y distingue bientôt quelques grandes catégories, quelques différences de forme fortement prononcées, la forme flottante, latente et stagnante. Les centres de l'industrie moderne, ateliers automatiques, manufactures, usines, mines, etc., ne cessent d'attirer et de repousser alternativement des travailleurs, mais en général, l'attraction l'emporte à la longue sur la répulsion, de sorte que le nombre des ouvriers exploités y va en augmentant, bien qu'il y diminue proportionnellement à l'échelle de la production. Là, la surpopulation existe à l'état flottant. Dans les fabriques automatiques, de même que dans la plupart des grandes manufactures où les machines ne jouent qu'un rôle auxiliaire à côté de la division moderne du travail, on emploie par masse les ouvriers mâles que jusqu'à l'âge de leur maturité. Ce terme passé, on en retient un faible contingent et l'on renvoie régulièrement la majorité. Cet élément de la surpopulation s'accroît à mesure que la grande industrie s'étend. Une partie émigre et ne fait en réalité que suivre l'émigration du capital. Il en résulte que la population féminine augmente plus vite que la population mâle. Témoin l'Angleterre. Que l'accroissement naturel de la classe ouvrière ne suffise pas aux besoins de l'accumulation nationale et qu'il dépasse néanmoins les facultés d'absorption du marché national, cela paraît impliquer une contradiction. Mais elle naît du mouvement même du capital, à qui il faut une plus grande proportion de femmes, d'enfants, d'adolescents, de jeunes gens que d'hommes faits. Semble-t-il donc moins contradictoire au premier abord qu'au moment même où des milliers d'ouvriers se trouvent sur le pavé, l'on crie à la disette de bras. Au dernier semestre de 1866, par exemple, il y avait à Londres plus de 100 000 ouvriers en chômage forcé, tandis que, faute de bras, beaucoup de machines chômaient dans les fabriques du Lancashire. Note 115. L'exploitation de la force ouvrière par le capital est d'ailleurs si intense que le travailleur est déjà usé à la moitié de sa carrière. Quand il atteint l'âge mûr, il doit faire place à une force plus jeune et descendre un échelon de l'échelle sociale, heureux s'il ne se trouve pas définitivement relégué parmi les surnuméraires. En outre, c'est chez les ouvriers de la grande industrie que l'on rencontre la moyenne de vie la plus courte. Ouvrez les guillemets. Comme l'a constaté le docteur Lee, l'officier de santé pour Manchester, la durée moyenne de la vie est, à Manchester, de 38 années pour la classe aisée et de 17 années seulement pour la classe ouvrière, tandis qu'à Liverpool, elle est de 35 années pour la première et de 15 pour la seconde. Il s'ensuit que la classe privilégiée tient une assignation sur la vie, have a leave of life, tient une assignation sur la vie de plus de 2 fois la valeur de celle qui échoua aux citoyens moins favorisés. Note 116, fermez les guillemets. Ces conditions une fois données, les rangs de cette fraction du prolétariat ne peuvent grossir qu'en changeant souvent d'éléments individuels. Il faut donc que les générations subissent des périodes de renouvellement fréquentes. Ce besoin social est satisfait au moyen de mariages précoces, conséquence fatale de la situation sociale des ouvriers manufacturiers, et grâce à la prime que l'exploitation des enfants assure à leur production. Dès que le régime capitaliste s'est emparé de l'agriculture, la demande de travail y diminue absolument à mesure que le capital s'y accumule. La répulsion de la force ouvrière n'est pas, dans l'agriculture, comme en d'autres industries, compensée par une attraction supérieure. Une partie de la population de campagne se trouve donc toujours sur le point de se convertir en population urbaine ou manufacturière, et dans l'attente de circonstances favorables à cette conversion. Ouvrez les guillemets. Dans le recensement de 1861 pour l'Angleterre et la Principauté de Galles, figurent 781 villes avec une population de 10 960 998 habitants, tandis que les villages et les paroisses de campagne n'en comptent que 9 500 226. En 1851, le nombre des villes était de 580, avec une population à peu près égale à celle des districts ruraux. Mais, tandis que dans ceux-ci la population ne s'augmentait que d'un demi-million, elle s'augmentait en 580 villes de 1 554 067 habitants. L'accroissement de population est dans les paroisses rurales de 600%, dans les villes de 17,3%. Cette différence doit être attribuée à l'émigration qui se fait des campagnes dans les villes. C'est ainsi que celle-ci absorbe les 3/4 de l'accroissement général de la population. Note 117, fermez les guillemets. Pour que les districts ruraux deviennent pour les villes une telle source d'immigration,
il faut que dans les campagnes elles-mêmes il y ait une surpopulation latente, dont on aperçoit toute l'étendue, qu'au moment exceptionnel où ces canaux de décharge s'ouvrent tout grand. L'ouvrier agricole se trouve par conséquent réduit au minimum du salaire, et a un pied déjà dans la fange du paupérisme. La troisième catégorie de la surpopulation relative, la stagnante, appartient bien à l'armée industrielle active, mais en même temps, l'irrégularité extrême de ces occupations en fait un réservoir inépuisable de forces disponibles. Accoutumée à la misère chronique, à des conditions d'existence tout à fait précaires et honteusement inférieures au niveau normal de la classe ouvrière, elle devient la large base de branches d'exploitation spéciales où le temps de travail atteint son maximum et le taux de salaire son minimum. Le soi-disant travail à domicile nous en fournit un exemple affreux. Cette couche de la classe ouvrière se recrute sans cesse parmi les surnuméraires de la grande industrie et de l'agriculture, et surtout dans les sphères de production où le métier succombe devant la manufacture, celle-ci devant l'industrie mécanique. À part les contingents auxiliaires qui vont ainsi grossir ses rangs, elle se reproduit elle-même sur une échelle progressive. Non seulement le chiffre des naissances et des décès y est très élevé, mais les diverses catégories de cette surpopulation à l'état stagnant s'accroissent actuellement en raison inverse du montant des salaires qui leur échoient, et, par conséquent, des subsistances sur lesquelles elles végètent. Un tel phénomène ne se rencontre pas chez les sauvages ni chez les colons civilisés. Il rappelle la reproduction extraordinaire de certaines espèces animales faibles et constamment pourchassées. Mais, dit Adam Smith, ouvrez les guillemets, la pauvreté semble favorable à la génération. Fermez les guillemets. C'est même une ordonnance divine d'une profonde sagesse, s'il faut en croire le spirituel et galant abbé Galliani, selon lequel, ouvrez les guillemets, Dieu fait que les hommes qui exercent des métiers de première utilité naissent abondamment. Note 118, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La misère, poussée même au point où elle engendre la famine et les épidémies, tend à augmenter la population au lieu de l'arrêter. Fermez les guillemets. Après avoir démontré cette proposition par la statistique, Lang ajoute. Ouvrez les guillemets. Si tout le monde se trouvait dans un état d'aisance, le monde serait bientôt dépeuplé. Note 119, fermez les guillemets. Enfin, le dernier résidu de la surpopulation relative habite l'enfer du paupérisme. Abstraction faite des vagabonds, des criminels, des prostituées, des mendiants et de tout ce monde qu'on appelle les classes dangereuses, cette couche sociale se compose de 3 catégories. La première comprend des ouvriers capables de travailler. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les listes statistiques du paupérisme anglais pour s'apercevoir que sa masse, grossissante à chaque crise et dans la phase de stagnation, diminue à chaque reprise des affaires. La seconde catégorie comprend les enfants des pauvres assistés et des orphelins. Ce sont autant de candidats de la réserve industrielle qui, aux époques de haute prospérité, entrent en masse dans le service actif, comme par exemple en 1860. La troisième catégorie embrasse les misérables, d'abord les ouvriers et ouvrières que le développement social a, pour ainsi dire, démonétisé, en supprimant l'œuvre de détail, dont la division du travail avait fait leur seule ressource. Puis ceux qui, par malheur, ont dépassé l'âge normal du salarié. Enfin, les victimes directes de l'industrie, malades, estropiés, veuves, etc., dont le nombre s'accroît avec celui des machines dangereuses, des mines, des manufactures chimiques, etc. Le paupérisme est l'autel des invalides de l'armée active du travail et le point mort de sa réserve. Sa production est comprise dans celle de la surpopulation relative. Sa nécessité dans la nécessité de celle-ci, il forme avec elle une condition d'existence de la richesse capitaliste. Il entre dans les faux frais de la production capitaliste, frais dont le capital sait fort bien d'ailleurs rejeter la plus grande partie sur les épaules de la classe ouvrière et de la petite classe moyenne. La réserve industrielle est d'autant plus nombreuse que la richesse sociale, le capital en fonction, l'étendue et l'énergie de son accumulation, partant aussi le nombre absolu de la classe ouvrière et la puissance productive de son travail, sont plus considérables. Les mêmes causes qui développent la force expansive du capital amenant la mise en disponibilité de la force ouvrière, la réserve industrielle doit augmenter avec les ressorts de la richesse. Mais plus la réserve grossit, comparativement à l'armée active du travail, plus grossit aussi la surpopulation consolidée, dont la misère est en raison directe du labeur imposé. Plus s'accroît enfin cette couche des lazars de la classe salariée, plus s'accroît aussi le paupérisme officiel. Voilà la loi générale absolue de l'accumulation capitaliste. L'action de cette loi, comme de toute autre,
est naturellement modifiée par des circonstances particulières. La loi, selon laquelle une masse toujours plus grande des éléments constituants de la richesse peut, grâce au développement continu des pouvoirs collectifs du travail, être mise en œuvre avec une dépense de force humaine toujours moindre, cette loi, qui met l'homme social à même de produire davantage avec moins de labeur, se tourne dans le milieu capitaliste, où ce ne sont pas les moyens de production qui sont au service du travailleur, mais le travailleur qui est au service des moyens de production, se tourne donc dans le milieu capitaliste en loi contraire. C'est-à-dire que plus le travail gagne en ressources et en puissance, plus il y a pression des travailleurs sur leurs moyens d'emploi, plus la condition d'existence du salarié, la vente de sa force, devient précaire. L'accroissement des ressorts matériels et des forces collectives du travail, plus rapide que celui de la population, s'exprime donc en la formule contraire, savoir la population productive croît toujours en raison plus rapide que le besoin que le capital peut en avoir. L'analyse de la plus-value relative, section 4, nous a conduit à ce résultat. Dans le système capitaliste, toutes les méthodes pour multiplier les puissances du travail collectif s'exécutent aux dépens du travailleur individuel. Tous les moyens pour développer la production se transforment en moyens de dominer et d'exploiter les producteurs. Ils font de lui un homme tronqué, fragmentaire ou l'appendice d'une machine. Ils lui opposent comme autant de pouvoirs hostiles les puissances scientifiques de la production. Ils substituent au travail attrayant le travail forcé. Ils rendent les conditions dans lesquelles le travail se fait de plus en plus anormales et soumettent l'ouvrier, durant son service, à un despotisme aussi limité que mesquin. Ils transforment sa vie entière en temps de travail et jettent sa femme et ses enfants sous les roues du Jaggernaut capitaliste. Mais toutes les méthodes qui aident à la production de la plus-value favorisent également l'accumulation, et toute extension de celle-ci appelle à son tour celle-là. Il en résulte que, quel que soit le taux des salaires, haut ou bas, la condition du travailleur doit empirer à mesure que le capital s'accumule. Enfin, la loi qui toujours équilibre le progrès de l'accumulation et celui de la surpopulation relative rive le travailleur au capital plus solidement que les coins de Vulcain ne rivaient Prométhée à son rocher. C'est cette loi qui établit une corrélation fatale entre l'accumulation du capital et l'accumulation de la misère, de telle sorte qu'accumulation de richesse à un pôle, c'est égal accumulation de pauvreté, de souffrance, d'ignorance, d'abrutissement, de dégradation morale, d'esclavage au pôle opposé, du côté de la classe qui produit le capital même. Ce caractère antagoniste de la production capitaliste a frappé même des économistes, note 120, lesquels d'ailleurs confondent souvent les phénomènes par lesquels ils se manifestent avec des phénomènes analogues mais appartenant à des ordres de production sociale antérieurs. Gian Maria Ortes, moine vénitien et un des économistes marquants du XVIIIe siècle, croit avoir trouvé dans l'antagonisme inhérent à la richesse capitaliste la loi immuable et naturelle de la richesse sociale. Au lieu de projeter, dit-il, ouvre les guillemets, pour le bonheur des peuples des systèmes inutiles, je me bornerai à chercher la raison de leur misère. Le bien et le mal économique se font toujours équilibre dans une nation. L'abondance des biens chez les uns est toujours égale au manque de biens chez les autres. La grande richesse d'un petit nombre est toujours accompagnée de la privation des premières nécessités chez la multitude. La diligence excessive des uns renforçait la fainéantise des autres. La richesse d'un pays correspond à sa population et sa misère correspond à sa richesse. Note 121, fermez les guillemets. Mais si Ortès était profondément attristé de cette fatalité économique de la misère, 10 ans après lui, un ministre anglican, le révérend Joseph Townsend, vint, le cœur léger et même joyeux, la glorifier comme la condition nécessaire de la richesse. L'obligation légale du travail, dit-il, ouvre les guillemets, donne trop de peine, exige trop de violence et fait trop de bruit. La faim, au contraire, est non seulement une pression paisible, silencieuse et incessante, mais comme le mobile le plus naturel du travail et de l'industrie, elle provoque aussi les efforts les plus puissants. Fermez les guillemets. Perpétuer la faim du travailleur, c'est donc le seul article important de son code du travail. Mais pour l'exécuter, ajoute-t-il, il suffit de laisser faire le principe de population, actif surtout parmi les pauvres. Ouvrez les guillemets. C'est une loi de la nature, paraît-il, que les pauvres soient imprévoyants, jusqu'à un certain degré, afin qu'il y ait toujours des hommes prêts à remplir les fonctions les plus serviles, les plus sales et les plus abjectes de la communauté. Le fond du bonheur humain en est grandement augmenté. Les gens comme il faut, plus délicats, débarrassés de telles tribulations, peuvent doucement suivre leur vocation supérieure.
Les lois pour le secours des pauvres tendent à détruire l'harmonie et la beauté, l'ordre et la symétrie de ce système que Dieu et la nature ont établi dans le monde. Note 122, fermez les guillemets. Si le moine vénitien trouvait dans la fatalité économique de la misère la raison d'être de la charité chrétienne, du célibat, des monastères, couvents, etc., le révérend Prébandé y trouve donc au contraire un prétexte pour passer condamnation sur les Poor Laws, les lois anglaises qui donnent aux pauvres le droit au secours de la paroisse. Ouvrez les guillemets. Le progrès de la richesse sociale, dit Storch, enfante cette classe utile de la société qui exerce les occupations les plus fastidieuses, les plus viles et les plus dégoûtantes, qui prend en un mot sur ses épaules tout ce que la vie a de désagréable et d'assujettissant, et procure ainsi aux autres classes le loisir, la sérénité d'esprit et la dignité conventionnelle de caractère, etc. Note 123, fermez les guillemets. Puis, après s'être demandé en quoi donc, au bout du compte, elle l'emporte sur la barbarie, cette civilisation capitaliste, avec sa misère et sa dégradation des masses, il ne trouve qu'un mot à répondre, la sécurité. Sismondi constate que, grâce au progrès de l'industrie et de la science, chaque travailleur peut produire chaque jour beaucoup plus que son entretien quotidien. Mais cette richesse, produite de son travail, le rendrait peu propre au travail s'il était appelé à la consommer. Selon lui, ouvre les guillemets, les hommes, entre parenthèses, bien entendu les hommes non travailleurs, renonceraient probablement à tous les perfectionnements des arts, à toutes les jouissances que nous donnent les manufactures, s'il fallait que tous les achetassent par un travail constant, tel que celui de l'ouvrier. Les efforts sont aujourd'hui séparés de leurs récompenses. Ce n'est pas le même homme qui travaille et qui se repose ensuite, mais c'est parce que l'un travaille que l'autre doit se reposer. La multiplication indéfinie des pouvoirs productifs du travail ne peut donc avoir pour résultat que l'augmentation du luxe ou des jouissances des riches oisifs. Note 124, fermez les guillemets. Cherbuliez, disciple de Sismondi, le complète en ajoutant, ouvrez les guillemets. Les travailleurs eux-mêmes, en coopérant à l'accumulation des capitaux productifs, contribuent à l'événement qui, tôt ou tard, doit les priver d'une partie de leur salaire. Note 125, fermez les guillemets. Enfin, le zélateur à froid de la doctrine bourgeoise, d'Estute de Tracy, dit carrément, ouvrez les guillemets. Les nations pauvres, c'est là où le peuple est à son aise, et les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre. Note 126, fermez les guillemets.